Ce programme vous est présenté par Be Proud, Broadcast and Events Everywhere. Salut à tous, c'est Midi Tennis, l'émission officielle des IS, produite et réalisée par Top Music. Notamment aujourd'hui encore un très joli programme et vous l'avez rapidement vu avec notamment Henri Lecomte qui va être avec nous dès le début de cette émission. Henri, sois le bienvenu, on est toujours ravis de t'avoir tous les matins, tous les après-midi. D'ailleurs, petite chronique sur Top Music, on peut le dire également. On aura également un Elsace Challenge avec Bernarda Pera. On va parler de la décoration aussi, on va parler de plein de petites choses. Midi Tennis, ça commence maintenant. Et on commence traditionnellement cette émission avec les points de la veille, les plus beaux points de la veille, et notamment sur les joueuses françaises. On va voir les images tout de suite et on va pouvoir voir Clara Burel notamment qui s'est imposée face à Sorana Cirstea. Ça, c'était un sacré match. Belle performance de Clara Burel. Voilà, qui va s'imposer. Belle performance. En tout cas, ça lui fait du bien de gagner ce tour-là, et puis pour pouvoir peut-être déclencher quelque chose et aller plus loin. Très très belle balle de match avec ces petites amorties là. On a ensuite Sarah Elief, la petite Strasbourgeoise qui s'est bien battue, qui a mené jusqu'à 5-3 dans le premier set avant de craquer un petit peu face à une joueuse expérimentée, Lauren Davis, l'américaine. Oui. Score final 7-5, 6-0 malheureusement pour la petite Sarah Elief. On aura l'occasion d'en reparler ensemble de Sarah. On voit effectivement, elle craque un peu sur la fin sur cette balle de match. On attendait ensuite Alizé Cornet qui venait un petit peu diminuer, on le sait, sur ce tournoi. Elle a quand même honoré son engagement. Bien sûr. Elle s'incline finalement en 3-7. 3-6, 6-4, 7-5 face à Tomova, la Bulgare. Match très accroché malheureusement. Alizé qui termine sur une note un petit peu délicate. Et puis l'une des têtes d'affiche de ce tournoi, Anastasia Pavlyuchenkova, qui s'impose 6-3, 6-1 sans trop trembler. Et qui continue dans ce tournoi. Pavlyuchenkova qui est sans doute une des favorites, on peut le dire. Oui, c'est une des favorites, bien sûr, avec Svitolina, et puis peut-être avec Clara Burel qui peut faire quelque chose, on ne sait jamais. En tout cas, le tableau est assez ouvert, mais faire attention. Est-ce que déjà sur ces deux premiers jours, tu as un petit coup de cœur? Est-ce qu'il y a une joueuse qui t'a un peu tapé dans l'œil? Moi j'aime bien Linette, parce que Magdalene Linette elle a un jeu, puis elle est sympathique sur le terrain, mais c'est vrai qu'aussi Clara, moi ce que j'aimerais bien c'est que Clara Burel fasse quelque chose, c'est au moins qu'elle puisse revenir un peu dans son meilleur classement, mais c'est jamais simple parce que le fait de pouvoir préparer Roland Garros, de se retrouver ici aux IS de Strasbourg, parfois ça vous permet de pouvoir lâcher un petit peu de cette pression et de pouvoir après arriver à Roland Garros sous de meilleurs auspices. Alors, j'ai un petit peu dit avant, ton regard sur la petite Sarah Elief, 16 ans, premier grand tournoi, elle est sortie des qualifs, premier tour en 250 pour elle. Qu'est-ce que tu penses de cette petite Sarah? Que du bien, bien sûr, parce que Sarah en plus elle est d'ici, donc on lui souhaite que du bonheur. C'est jamais simple de pouvoir se retrouver au niveau de cette compétition. Il ne faut pas oublier qu'elle a que 16 ans. Oui. Donc calmons-nous. Généralement, quand on a deux trop petites pépites, on dit tout de suite ils vont devenir champions du monde. Non, je pense qu'elle doit tranquillement assumer un petit peu ce qui s'est passé hier. Oui. Elle a bien commencé dans le premier set. Dans le deuxième manche, c'était un peu plus compliqué. La pression était un petit peu trop forte, mais elle va progresser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas eu froid aux yeux. Au moins, elle n'a pas démérité. Et elle a encore beaucoup de travail à faire, mais elle est sur la bonne route. Bon, on essaiera de l'avoir en tout cas en invité peut-être demain. Sarah, ce serait super qu'elle vienne dire un petit mot et qu'elle nous raconte cette expérience incroyable. Tu te rappelles de ton tout premier tournoi? C'était où? Tu peux nous rappeler? Les tout premiers tournois, vraiment, celui important, c'était le tournoi de Nice, et le tournoi de Monte-Carlo aussi, les qualifs ou les juniors. Et puis surtout, moi, je me souviens de mon premier Roland Garros. Et j'ai une grande pensée à un homme qui me manque terriblement, c'est Peter McNamara, qui est décédé maintenant, ça fait 3 ans. Et je l'avais joué au premier tour de Roland. Et je peux vous dire, j'étais un petit garçon à ce moment-là. Donc, on s'en souvient toujours, surtout des moments-là. Mais ça vous permet de grandir. Ça vous permet après d'accepter le combat et de pouvoir analyser ce qu'on a bien fait et moins bien fait. Donc pour elle, c'est aussi une expérience, et c'est toujours important de pouvoir bien figurer aussi où on habite, où on joue, pour pouvoir assumer cette pression. Voilà, et puis le public va forcément aller avec elle aussi, ils vont forcément l'adorer. Ça fait quelques années que tu viens à Strasbourg régulièrement. Qu'est-ce qui te frappe à chaque fois que tu viens à Strasbourg?
Toute l'organisation que met en place, que ce soit Denis, je le connais depuis des années, que ce soit aussi Christophe, Charles qui fait beaucoup aussi avec Top Music, que ce soit tout l'organisateur et aussi, à chaque fois j'oublie son prénom, qui est associé à Denis pendant... Pardon Jérôme. Oui, et donc vous faites un travail extraordinaire. Ce que j'aime, c'est beaucoup cette évolution du tournoi. On a pu voir au village, vraiment, c'est à la fois plus dense, mais à la fois plus écarté. Donc on peut vraiment partager ces moments-là. Le central a beaucoup évolué. Et merci à Denis et merci à vous tous. Enfin, on a compris qu'il fallait mettre les loges en haut et pouvoir faire partager ces moments-là avec le public qui soit vraiment près des joueuses. Ça, c'est très important. Et le tennis féminin évolue. Et je sais on ne peut pas trop en parler pour l'instant, mais ça va encore évoluer parce qu'à chaque fois, les IS de Strasbourg, c'est un peu les précurseurs du tennis féminin pour pouvoir aller à Roland-Garros. Certes, par moment, la date, on dit, elle n'est pas idéale, mais si, par moment, elle est idéale parce qu'il y a des joueuses qui ont besoin de jouer et qui veulent aussi ne pas avoir cette pression à Roland-Garros, de pouvoir partager et jouer ici ce tournoi, les IS de Strasbourg, dans des conditions exceptionnelles. Et c'est vrai qu'ils sont très pointilleux au niveau de l'organisation, ils ne laissent rien au hasard et chaque année il y a cette volonté de faire progresser encore une fois ce tournoi. Vous savez, dans le sport de haut niveau et même dans l'organisation, c'est important de se remettre en question. On est toujours à la recherche de la perfection. C'est un peu aussi comme une Formule 1. Quand on a vu des joueurs comme Rafael Nadal, Roger Federer, on a coup de jour Novak Djokovic, qui vont nous manquer parce que, je ne dis pas pour Novak, mais pour certains c'est plus la fin. Mais chaque année, ils étaient à la recherche. Ils travaillaient techniquement, physiquement pour pouvoir encore plus performants. Organiser un événement comme celui-ci, je peux vous dire que ce n'est pas si évident que ça. Il faut aussi faire plaisir aux partenaires, il faut faire plaisir aussi à toute l'organisation, et remercier les bénévoles, remercier les gens qui sont là pour mettre en valeur le tournoi et aussi le transport. On a la chance d'avoir vous avez la chance d'avoir de beaux partenaires. Donc tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est une organisation qui est tout au long de l'année de pouvoir aussi satisfaire tout le monde. Et c'est pas simple. Ce genre de tournoi, c'est aussi l'occasion, on l'a dit avec Sarah, de favoriser un petit peu aussi les joueuses françaises, certaines jeunes, parfois aussi leur donner un peu le pied à l'étrier. On a déjà parlé dans un petit creux de la vague dans le sillage de Caroline Garcia, qui est aujourd'hui la vraie locomotive. Qui tu vois, toi, prendre la relève? Qui tu attends maintenant pour passer ce cap? Tu parlais de Clara Burel tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie de ces joueuses-là qui doivent maintenant franchir un palier? Alors attention, qui doivent maintenant, je pense que c'est plutôt, c'est pas si simple que ça, c'est pour assumer la pression, assumer la responsabilité de devenir maintenant un leader dans le tennis féminin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut l'accepter cette pression. Donc ça met un certain temps. Il est vrai que peut-être dans le tennis féminin, c'est encore plus difficile parce que l'émotion est encore plus forte, mais ça n'empêche pas que aussi dans le tennis masculin, on est aussi à la recherche d'un leader. On a la chance d'avoir Caroline Garcia qui nous donne beaucoup de satisfaction, qui est en ce moment un petit peu aussi à la recherche d'une autre performance. Donc ce qui est important, c'est de Clara aussi a prouvé qu'elle était capable de faire quelque chose, Clara Burel, mais après il faut assumer. Donc assumer, c'est aussi faire de bons choix, aller dans une autre direction par moment avec d'autres partenaires, avec d'autres aussi entraîneurs pour pouvoir progresser. Et c'est là qui est le plus dur, c'est de pouvoir, alors vous allez me dire, oui, elles ont déjà été dans les 30, 40 ou dans les 5, 6 meilleures joueuses du monde comme Caroline. Mais après, c'est d'y rester. Ah oui, ça. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est très et dur. De faire, comme je dis, les choix. Et parfois, on aime bien rester dans son petit cocon. Moi, je l'ai vécu aussi quand j'étais dans ma carrière, mais il a fallu que je me bouscule, il a fallu que j'aille voir aussi ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, on doit encore regarder ce qui se passe sur le trottoir d'en face. Comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous, même si nous avons la chance d'avoir des tournois en France et Roland-Garros qui nous permettent de pouvoir aussi grandir, mais tous les efforts que peuvent faire comme ce tournoi ici, les IS de Strasbourg, toute l'organisation, c'est exceptionnel pour nous joueurs de français et joueuses françaises, parce que on est à la maison, mais il faut l'utiliser tout ça. Et avoir cette pression, c'est pas si simple à gérer, et il faut parfois être aidé. Bon, une dernière petite question. Bien évidemment, Roland Garros approche. Je te demande de te mouiller. Un favori et une favorite pour Roland Garros? Le favori chez les hommes, on va dire Alcaraz. Même si on a Daniil Medvedev qui vient de gagner Rome. Ça va être un Roland Garros assez intéressant. Assez ouvert. Très ouvert. Je sens bien un petit Casper Ruud, tu vois. Gasper Ruud aussi impressionnant parce qu'il a été quand même capable de passer un niveau supérieur. Après, chez les femmes, c'est assez ouvert aussi, parce que
souvent, on n'a pas vraiment une joueuse qui va dominer. Si, bien sûr, on a Swiatek, mais qui était un peu blessée, donc on va voir un petit peu ce qu'elle va faire. Mais c'est assez ouvert et il y a peut-être certainement une opportunité pour une joueuse encore de faire quelque chose. On va revenir il y a 2 ans ou l'année dernière, on a quand même eu la vainqueur ici des IS de Strasbourg. Krejcikova, qui a gagné en simple et en double. Oui, et qui est reparti gagner après en simple et en double. Et après repartir en simple. Donc elle peut peut-être, je ne sais pas, refaire encore la même chose, mais c'est intéressant d'avoir un Roland Garros qui va être assez dynamique. Bien sûr, le roi va nous manquer, mais c'est un moment, c'est tellement incroyable, on ne se rend pas compte de ce qu'il a pu faire. Alors maintenant, peut-être encore un Espagnol, on ne sait pas, on verra. Et on verra. Écoute, merci beaucoup Henri d'être venu Avec sur le plateau de Midi Tennis. Amuse-toi bien aux IS comme à Roland Garros. Avec plaisir. Et puis on se retrouvera prochainement, sans doute, au détour d'une conversation. Non, on se retrouve surtout, et le 4-5 juillet, il y a un événement aussi qui est intéressant. Oui, alors ça on en reparlera. On en reparlera, mais ça c'est une autre chose. C'est une autre balle. Voilà. On passera sur une petite balle blanche. On parlera de golf, exactement. Voilà, on pourra suivre Top Music pour avoir toutes les infos. Exactement. Merci beaucoup Henri. Merci à vous. Et nous allons passer tout de suite à la mise au vert. Alors on installe nos invités suivants. Alors attention, il y a des petites marques au sol, respectez-les parce que sinon on va avoir des petits soucis avec les caméras. C'est Ninon Rink et Marc Kopf de la maison Rose et Rouge qu'on accueille maintenant dans cette mise au vert. Vous vous êtes occupé un petit peu de la déco, décoration florale notamment. Oui. D'abord en quelques mots, maison Rose et Rouge. Vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est, déjà, le concept. Bien sûr. Maison Rose et Rouge, c'est le premier fleuviste de France, puisqu'on l'a renommé comme ça. On a fait déposer ce terme, qui est en fait la contraction de fleuriste et de caviste, puisque Maison Rose et Rouge, comme son nom l'indique, vous y trouvez des fleurs, des plantes de la déco, mais surtout une vraie offre de caviste. Voilà, avec des approvisionnements, pour en parler de mots... D'où approvisionnement? C'est 400 références de France et du monde en général, tout ce qui rapporte, touche au vin, aux spiritueux de partout. Alors, vous êtes là aussi parce que vous êtes partenaire du tournoi. Vous avez donc fait cette décoloration qu'on voit dans le village derrière nous. Alors, est-ce qu'il y avait déjà un cahier des charges, des contraintes qu'on vous a imposées par rapport à cette déco? Oui. Lesquelles? Oui, lesquelles? Bien sûr, évidemment, un budget à respecter. Mais surtout une ambiance en fait. Les IS tous les ans, vous pouvez le remarquer, l'ambiance change, le thème change. Et cette année, on s'est voulu, avec Louise, qui est donc celle qui gère principalement la déco, elle a vraiment voulu donner un style un peu plus champêtre chic, quelque chose qui touche un peu tout le monde et qui est peut-être un peu plus simple mais tout aussi élégant. Donc il a fallu trouver les bonnes fleurs, les bonnes plantes, pour pouvoir coller à ce thème. Et comment vous avez votre petite touche personnelle là-dedans? Notre touche personnelle, c'est... On peut voir d'ailleurs on a tourné quelques images ce matin pour voir après, un petit peu. On a un cahier des charges qui nous est donné, mais évidemment, on nous laisse un petit peu de liberté. Les citronniers, typiquement, ça n'a pas été une demande, mais nous, on trouvait que ça avait du vrai sens. Et puis dans le conseil d'agencement, dans comment on va disposer, où on va disposer les pampas qui sont alternés avec les plantes. Voilà, c'est un échange qui est riche avec Louise et on a créé un petit peu tout ça ensemble. Alors on parle aussi beaucoup d'éco-responsabilité, c'est aussi le thème de cette chronique. Comment vous travaillez dans cette optique-là? Alors moi, par rapport aux fleurs, je fais attention à mes achats en termes de provenance. Donc on essaye de respecter une provenance européenne. Vous l'avez sûrement entendu, souvent les fleurs en ce moment créent un peu le débat, justement en termes d'éco-responsabilité. Donc on fait attention, on connaît nos producteurs, on fait attention au pays de provenance. On est en Alsace, on est à Strasbourg, on a évidemment des producteurs locaux, mais c'est pas forcément, on n'est pas en région parisienne, ils en ont quand même beaucoup plus, donc c'est parfois un petit peu plus simple de respecter l'éco-responsabilité. Mais voilà, on essaye vraiment d'aller chercher des fleurs qui sont pas très loin. Après, quand on a réfléchi la boutique, à la création même de la boutique, on avait une démarche éco-responsable, on a des matériaux qui sont issus de produits recyclés. On a une peinture qui est issue de produits recyclés et qui traite naturellement l'air. On a changé tout le système d'éclairage qui était très vieux puisque la boutique était relativement ancienne. On est équipé de véhicules électriques. On a changé tout le système d'emballage pour avoir du papier éco-responsable le recyclable le plus possible. Ça a été une vraie réflexion de fond. Pour la petite anecdote, on a fait livrer hier des bouquets aux joueuses pour le premier afterwork. Et l'emballage, pour ne pas citer la marque, c'est un grand emballeur entre guillemets de fleurs en France et même dans le monde.
C'est du papier à base de betterave. D'accord. Voilà. Vous êtes contente des joueuses d'avoir des betteraves? Ça se mange peut-être. Après, j'ai pas encore essayé, mais. Ouais, en fait finalement c'est une contrainte, mais sans l'être parce que c'est une démarche finalement. C'est tout à fait. Non, quand on vit en 2023 et quand on voit ce qui se passe, ça doit plus être une contrainte. Oui. Ça doit être une obligation. On a une fille, on a des neveux, des nièces. On travaille. Aujourd'hui, tous les efforts qu'on fait, c'est pour essayer d'éliminer tout ce qui a été fait dans les 20, 30, 40, 50 dernières années. Donc c'est à nous de préparer aussi l'avenir. C'est des petits gestes. C'est pas vraiment des contraintes, c'est un petit peu de responsabilité, quoi. C'est un changement, ouais. C'est un changement de comment on fonctionne. Bon, bah, merci beaucoup. Rappelez-nous l'adresse de la boutique à Strasbourg. C'est 11 boulevard de la Dordogne à l'Orangerie. Voilà. Comme ça, Super. on peut le souligner. Ouais. Merci Avec beaucoup, grand Ninon. plaisir. Mais merci, Voilà, Sébastien. Merci Ninon et Marc d'être beaucoup. passés nous voir. Et puis, encore bravo parce que c'est vraiment magnifique. C'est Donc, gentil comme tout. Merci voilà. beaucoup. À bientôt. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire dans la grande, mais nous, on va passer à la petite histoire du jour. Et donc la petite histoire du jour, c'est par notre historien, on va dire ça comme ça, alors que ça passe devant la caméra, mais c'est pas grave. Notre historien Christophe Schnepp, c'est le direct, c'est comme ça, qui va nous faire un petit topo sur les différents directeurs de tournois qu'ont connus les IS. Okay. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de mettre un coup de projecteur sur les différents directeurs des internationaux de tennis de Strasbourg depuis 1987. Alors c'est un homme d'affaires américain qui s'appelle Robert Forwood qui est à l'initiative de la création du tournoi à Strasbourg en 1987. Les matchs se jouaient d'ailleurs sur les cours du Lawn Tennis Club qui est situé derrière moi à peu près 1 km. Le club n'existe plus mais c'est bien là que se sont joués les premiers matchs. Et Robert Forwood a été le premier patron des internationaux de tennis pendant une année. On est en 1988 et les IS deviennent propriété de la Ligue d'Alsace de tennis. Et là, le nouveau directeur s'appelle François Cadet. Il sera en poste jusqu'en 2001. En 2002, pour une année, c'est Gérard Dallon qui devient le nouveau boss du tournoi. Il est accompagné dans sa tâche par l'ex-joueuse internationale française Nathalie Tauziat. Ensuite, on a droit à un binôme. C'est un binôme qui va diriger les IS de 2003 à 2008. C'est Pierre Staller et André Haas. D'ailleurs, André Haas est toujours dans l'organisation du tournoi puisqu'il s'occupe de diriger l'équipe des bénévoles. On est en 2009 et là, la Fédération française de tennis devient la nouvelle propriétaire des IS. On a un directeur qui s'appelle Dominique Beau qui sera en poste pendant une année. Et depuis 2010, c'est Denis Negelen, l'Alsacien, qui est le boss des IS. C'est lui qui est arrivé pour reprendre le tournoi, le racheter, en devenir le propriétaire, le faire venir ici au Wacken et qui, on le voit autour de nous, qui a fortement contribué à l'énorme développement du tournoi. Du jour, il nous parlera normalement demain de l'exceptionnelle longévité de ce tournoi. En plateau, Nathalie Marajo-Gutmuller de la collectivité européenne d'Alsace et Jules Ripstein, champion du monde de paratriathlon, rien que ça, m'ont déjà rejoint. Vous restez un petit peu avec nous et on se parle à la fin de l'émission, évidemment pour parler de sport évidemment, etc. Et on va passer nous tout de suite au petit plaisir du jour. Et notre petit plaisir du jour, ce sera un Elsace Challenge avec l'américaine d'origine croate Bernarda Pera. Regardez, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais... Hi, I'm Bernarda Pera and I'm going to do the Alsace Challenge. Spatzel. It sounds like schnitzel, so I'm going to say it's a dish. Oh God. Niedermorschwir. It's a town. Leverknepfel. Ooh. A town. Schukrut. A dish. Bake-off. A dish. Oh my God.
Niederschleifolsheim. A town. Yay! Oh, what is this? Braunschweigersheim. A town. Pfaffenhofen. A town. That's it. Thank you for watching the Alsace Challenge and see you on the court. Voilà pour ces petites séquences qu'on va retrouver dans la semaine. Nathalie, Jules, enfin franchement, Braunschweig-Kersheim, où est la difficulté? Niederschleifolsheim. J'en vois pas. Tranquille. Donc parmi ces petites vidéos, bah, tiens, je vous en propose une autre tout de suite. C'est réalisé par nos amis de l'Espace H avec une certaine Cécile Wolfram. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Regardez, c'est un petit avant-goût de ce qui vous attend pour le reste de la semaine. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand j'étais plus jeune, j'ai joué au tennis. Et j'ai même été ramasseuse de balles aux IS pendant 8 ans. J'ai toujours rêvé d'être une de ces joueuses. Et bien cette année, l'Espace H m'a donné une mission. Ramener la coupe à la maison. Ok. Tu veux que j'enlève le filet? Ouais, bah voilà. Je ne peux que gagner. Je me retrouve moi parmi les poubelles, dans mon élément. On refait? Ouais, bah oui, pour mon plus grand malheur. Attention. Et à gauche. Non, ça se dit pas, chauffeuse. Ça marche pas, ce truc. T'es normal? Ouais, moi je suis très gratinée. Bon, vu le niveau, je crois que je vais plutôt commencer par intégrer le staff des IS avant de commencer en tant que joueuse. Voilà, on va voir ce que nous propose Cécile toute la semaine, mais c'est pas gagné son histoire. Le petit ristretto, eh bien c'est pour terminer, c'est le petit café. Donc on termine avec Nathalie, conseillère de la collectivité européenne d'Alsace, déléguée au sport, et Jules Ripstein, je le disais, donc champion du monde, notamment de paratriathlon. Déjà c'est pas mal. On parle ensemble de sport, de handicap aussi, mais je crois qu'au niveau de la CEA, on a envie de soutenir, j'ai envie de dire déjà pour commencer, tous les sports déjà. Tout à fait. Notre politique sportive a pour principe l'accès au sport pour tous. Et c'est vrai que par notre fonction de collectivité des solidarités, nous soutenons particulièrement le handisport. Oui, parce que souvent dans handisport, on met handi en avant, alors que ce sont quand même des sportifs de très très haut niveau, des athlètes de très haut niveau. Et c'est important aussi pour vous de les mettre en lumière aussi, comme aujourd'hui. Tout à fait. Et justement, au niveau du vocabulaire, c'est un moyen, le sport est vraiment un prisme très intéressant pour banaliser le handicap, pour qu'on l'oublie, pour qu'on ne voit plus que le sport. Et notamment auprès des jeunes, c'est un moyen de sensibiliser vraiment très, très intéressant, de passer par le prisme du sport. Justement, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées en particulier, des opérations? Tout à fait. Par exemple, ce matin, des éco-délégués, et hier, 125 éco-délégués de 23 collèges alsaciens ont rencontré Jules, et ont pu découvrir qu'on pouvait faire du sport tout en ayant un handicap. Donc je suis handicapée et alors je fais du sport comme toi et je trouve que c'est vraiment très très intéressant pour eux. Jules, c'est fou parce qu'on dit souvent on est en 2023 et on a encore besoin de redire ce message, j'ai un handicap et alors c'est... Oui, en fait, moi je me rappelle quand j'étais petit, on n'a jamais eu ce genre de sensibilisation à l'école. Personnellement, avant mon accident, je n'étais pas sensibilisé au handicap et encore moins au handisport. Et aujourd'hui, les élèves dans les collèges, lycées et même dans les écoles ont la chance d'avoir des gens comme moi qui viennent intervenir, qui viennent leur raconter les parcours et ça permet d'éveiller des sensibilités. Ouais, c'est quoi ton quotidien? Raconte-nous un petit peu parce qu'on l'a dit, très très haut niveau, champion du monde, les Jeux de Paris aussi en ligne de mire, j'imagine pour toi. En fait, c'est le quotidien d'un sportif de haut niveau avec le handicap à gérer en plus parce qu'effectivement, quand on fait du sport avec un handicap, il y a toute une partie technique et une partie appareillage qui prend du temps. Mais sinon, c'est un quotidien classique, c'est 2 entraînements par jour, voilà, avec les soins, avec la famille aussi à gérer à côté. Mais c'est mon travail. Oui, c'est ça. Justement, je lisais un article qui t'était consacré, je crois, par nos confrères de France 3, où tu disais que justement, tu avais aussi, par rapport à la prothèse,
d'autres contraintes aussi qui s'imposaient à toi, quoi. Au-delà de la simple performance sportive et du simple entraînement, il faut aussi tenir compte de cet aspect-là, quoi. Bien sûr, comme toute personne à mobilité réduite ou personne handicapée, il faut gérer son handicap et gérer l'appareillage quand il y en a un. Et dans la vie, dans le quotidien, ça prend du temps. Et alors dans mon quotidien de sportif de haut niveau, ça prend aussi du temps. Donc de toute façon, on ne peut pas l'omettre. Ça fait partie de la vie et ça fait partie de la performance, s'il y en a une. Au niveau des collectivités, justement, qu'est-ce qui est mis en place pour accompagner les sportifs de haut niveau? Ils sont encore dans une autre démarche, parce que tout à l'heure, on parlait juste avant de donner envie de faire du sport, mais là, on est dans une démarche déjà professionnelle, en fait. À la collectivité européenne d'Alsace, dans notre politique sportive, nous avons un soutien que l'on donne aux champions en handisport, que l'on ne donne pas aux autres, par exemple, parce que c'est un petit peu le propre de notre collectivité. On soutient aussi l'achat de matériel pour les clubs qui veulent se lancer dans le handisport, par exemple. C'est vrai que c'est dommage aussi parce que un champion du monde de triathlon, on en parlait sans doute beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est une réalité en termes de médiatisation. Comment faire pour justement aller mettre en lumière et en valeur des athlètes comme Jules? Je crois que cette année, les Jeux Olympiques, et Jules pourra en parler mieux que moi, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont justement à cœur de communiquer des deux côtés, de façon égale. Il y aura aussi la parité pour l'égalité garçons-filles, mais aussi on n'a pas de communication séparée entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je crois que c'est vraiment important de les mettre exactement au même niveau. Ouais, Jules, même sentiment? Ouais, l'organisation des Jeux a mis un point d'honneur là-dessus. Et au sein de ma fédération, la Fédération française de triathlon, c'est déjà le cas depuis quelques années. Il y a une équipe de France de triathlon et de paratriathlon. C'est une équipe de France de triathlon. Et on ne dépend pas d'une autre fédération. On est vraiment intégré dans la Fédération française de triathlon. Et les moyens de développer pour les paras sont les mêmes que pour les valides. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes sur un pied d'égalité au niveau de la fédération. Ouais. Il y a pas de... Donc ça, c'est vraiment bien. Ouais. Dernière chose aussi, je pense que le message aussi que vous essayez de faire passer, c'est faites du sport. Faites tout simplement. Bah oui. Quelle que soit la condition, quel que soit l'âge, quel que soit, c'est un peu ça le message finalement. Tout à fait, notamment les jeunes. Nous sommes en charge des collégiens et on voit que la sédentarité, c'est quand même un souci grandissant, un enjeu de santé publique. Donc aux collégiens, c'est vrai, faites du sport et de rencontrer des sportifs, ça peut donner envie aussi. Oui, c'est vrai. Et puis les IS, les Jeux Olympiques, Paralympiques, ça peut aussi, voilà, il y a ce côté très très belle image qui, on espère, fera des jeunes qui s'engagent dans le sport et pratiquent. Oui, ramener une petite médaille, quoi, ce serait pas mal, quoi, en termes d'image. On va tout faire pour. Ça va être quoi ton programme des prochains mois, Jules? Alors, il y a une année de qualification pour les Jeux qui démarre dans 10 jours là, au championnat d'Europe et qui se terminera le 1er juillet 2024. Et cette année, elle est importante parce qu'elle décidera de ma participation ou non aux Jeux. Et ensuite, il y aura les Jeux. Ouais, mais bon, pour l'instant, t'es le meilleur, t'es le numéro 1. Ouais, mais bon, les rankings seront remis à zéro dans une semaine. Ouais, donc il faut toujours y retourner et être toujours performant, quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est la loi du sport aussi. C'est comme ça. Bon, merci beaucoup, Nathalie Marajo-Guttmüller de la CEA, Jules Ripstein, on le rappelle, champion du monde. Futur champion olympique, touche du bois, j'espère en tout cas. On compte sur lui. Un petit coup de pression. En triathlon. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bon tournoi. Bonne chance pour la suite. Jules, merci de passer nous voir. C'est tout pour aujourd'hui. Alors on va se quitter quand même sur une dernière petite séquence. Ce sont des petits défis que Marine réalise dans les allées du tournoi. Vous allez voir, soyez attentifs si vous venez sur le tournoi parce qu'il y a quand même des petits goodies à gagner. Et moi je vous dis à demain. Salut. Un petit défi, on est avec Claude et Gabin pour le test de réactivité. Alors toi tu t'appelles comment? Hugo. Alors Hugo, tu auras les balles en main et c'est toi qui vas lancer le jeu. Quand tu veux, il faut juste mettre la main au-dessus, voilà, et dès qu'il lâche, vous devez la rattraper. Deuxième essai pour Claudin. Allez, on recommence. Ah là là. Non, personne n'a. On dira rien. Bon c'est toi qui as gagné. Il y a quelques années, je l'aurais eu la balle. Bon voilà. Merci quand même en tout cas. On est avec Gabin, Edgar et Léo. C'est le challenge de réactivité. Donc tiens Gabin, je te donne les 2 balles. Hop. C'est parti, 2 manches gagnantes. Quand tu veux.
Ouais, ok, égalité. On va compliquer un peu la tâche, tu vas partir d'un peu plus bas. Voilà. Ah, mince. Bravo Léo. C'est top. Et ben, comme vous êtes deux grands champions, vous avez chacun un petit sac de goodies. Et voilà. À demain pour un nouveau défi.